Monsieur Duval, je vous appelle au sujet d'une offre d'emploi. Comment vous avez eu mon numéro? Je dirige un organisme de surveillance et de contrôle qui défend les intérêts de notre pays. Le travail que je vous propose consiste à retranscrire des enregistrements d'écoute téléphonique. Avec La mécanique de l'ombre, Thomas Kruithof réalise un premier film d'une grande virtuosité, une plongée dans le monde souterrain des services secrets. Le réalisateur imprime à son récit, comme à l'esthétique de sa mise en scène, quelque chose qu'il emprunte à ses illustres aînés, Jean-Pierre Melville, Costa Gavras ou Michel Deville. Une réalisation glacée et vibrante, suscitant effroi et émotion. Kruithof est assurément un cinéaste à mettre sous surveillance. Pour qui travaillez-vous, monsieur Duval? Qui sont les gens que vous avez mis sur écoute? Il me faut des informations tangibles. Vous êtes sûr qu'ils sont pas en train de nous écouter? Bonjour Thomas Kruithof. Bonjour. Je vous ai invité autour de cette table, une table de banquet, pour analyser un peu les ingrédients, la cuisine de votre mise en scène. Votre film a pour cadre le monde de l'espionnage. Comment votre mise en scène s'adapte à votre sujet? L'idée de base du film, c'est de raconter un personnage qui accepte un travail dont il connaît, pour une organisation dont il ne connaît pas la finalité, dont d'ailleurs il ne veut pas savoir, c'est l'employé parfait. Il se borne à faire le job qu'on lui a demandé de faire et ça lui va bien. Mais voilà, voir ça progressivement à travers une expérience où le personnage en sait autant que nous, spectateurs, on n'est jamais en avance sur lui, et amener le spectateur à travailler avec le personnage, à se poser les mêmes questions, à essayer d'assembler les éléments épars de cette intrigue jusqu'à ce que se dévoile au fur et à mesure du film tout ce complot. Ça veut dire forcément des choses assez sélectives et c'est peut-être pour ça qu'on a épuré les choses. Voilà, ce qu'on va avoir au son, on va s'écarter progressivement de la réalité pour aller de plus en plus dans sa tête et dans ses inquiétudes et donc dans la paranoïa. On n'a pas de bruit de ville rassurant. On part de quelque chose d'assez naturaliste et puis on va vers quelque chose de plus mental. Et aussi, le film part aussi d'un traité à peu près réaliste au début du film pour aller de plus en plus vers le film noir. Le film va vers la nuit, les ombres sont de plus en plus fortes, de plus en plus contrastées, et puis il y a de plus en plus de contre-plongées. Enfin voilà, on arrive sur des codes du film noir ou de l'expressionnisme, on y glisse progressivement tout au long du film avec le personnage. Votre film est aussi un film de duel, à l'image de ce chant contre chant. Bonjour. L'adresse face caméra du personnage de Denis Podalides, comme le décor derrière lui, pourrait évoquer une œuvre de Mondrian. Sont des informations qui construisent le récit. Qu'est-ce qu'elles nous racontent? Qu'est-ce qu'on disait de Monsieur Duval dans cette société? Vous aviez une bonne réputation? La première chose dont j'avais envie, c'est que ça soit asymétrique. C'est-à-dire que ces deux personnes ne sont pas égalité. Ils ne sont pas égalité sociale, ils n'ont pas les mêmes intentions. Et c'est un entretien d'embauche où le personnage de François Cluzet se fait un peu cuisiner. C'est pas lui qui jette les cartes, c'est celui de Denis Podalides. Donc j'avais envie d'avoir d'un côté Denis plein cadre et de faire ressentir au spectateur, en tout cas d'essayer que le spectateur se sente scruté, pleine face, les yeux perçants de Denis Podalides qui le regarde, et que de l'autre côté... Comme si c'était nous qui passions l'entretien. Évidemment. Et de l'autre côté, de filmer François Cluzet avec une amorce assez forte de Denis Podalides, que la présence de Denis Podalides, dont la voix occupe quasiment la totalité de cette conversation, puisque les réponses de François Cluzet sont très courtes, mais que la présence de Denis Podalides et de son personnage soit permanente, quoi. Même quand on est sur François, on a une grosse amorce d'ombre massive, et pourtant Denis ne l'est pas. Ça, c'est la première chose dans les axes de caméra et des regards. La deuxième chose, après, c'est la symétrie des fonds. Voilà, François est dans un fond avec une couleur assez neutre derrière. Il est un peu, voilà, sans faire de métaphore à la con, il est un peu au pied du mur, mais il est un peu dans une impasse, il est un peu cerné. Et derrière Denis, on a une image assez claire. J'ai pas voulu construire quelque chose de trop sophistiqué derrière, mais j'aimais que... voilà, ce que vous dites de Mondrian, on a toutes ces lignes, on pourrait s'évoquer avec toutes ces différentes couches de verre qu'il y a derrière lui. C'est en fait une fausse transparence qui, au fond, raconte de l'opacité. Monsieur Elchamic, je me suis renseigné au Quai d'Orsay. Vous n'avez jamais été impliqué dans les négociations pour la libération des otages. Ce n'est pas pour eux que je travaillais. Mais dites-moi, ils vous ont dit aussi ce qu'ils cachent à la presse et au peuple français? Ils vous ont dit qu'ils n'ont plus de contact avec les terroristes depuis plus de 9 mois? Non, n'est-ce pas? Monsieur Labarthe, tout le monde ne souhaite pas forcément que les otages soient libérés. Il y a des forces contraires. Son directeur de cabinet va vous rencontrer demain. N'insistez pas. En tout état de cause, vous n'aurez pas mieux. Je veux que mon avocat soit présent.
Je vais vérifier que ça ne pose pas de problème. Attendez. Allô? Allô? Autre chose qu'on distingue dans votre mise en scène, c'est les plans en macro-photographie, c'est-à-dire des très très gros plans. Qu'est-ce qu'elles disent de notre personnage principal, joué par François Cluzet, parce qu'en général, ces plans-là sont liés à lui. Il y a plusieurs choses qui m'intéressaient là-dedans. La première, c'est il commence ce travail que, voilà, comme je le disais, en bas de l'échelle d'une organisation secrète. Et c'est quelqu'un qui est le plus en bas de l'échelle, qui ne connaît rien. Et je lui ai imaginé le travail le plus laborieux possible. Et j'avais envie qu'à la longue, ce personnage qu'interprète François, qui est retranscrit, comme il dit, de manière automatique, développe une excellence pour ce travail-là, mais devient quasiment un homme-machine. Enfin voilà, j'avais envie de raconter voilà, cette mécanique, ces bruits qui accompagnent son quotidien. Ces écoutes continuelles dans sa tête, dont il n'écoute pas complètement le contenu, et puis tous ces mots qui s'écrivent toute la journée, ces cassettes qui tournent. J'avais envie de raconter quelque part un travail un peu à la chaîne. J'ai mis en place cette grammaire-là pour raconter le début, et que tout d'un coup, les écoutes commencent à avoir une importance dramatique, une importance pour le personnage. Là, ça m'intéresse d'aller encore plus en macro. Enfin, finalement, tu mets un gros plan pour montrer que cette bande, tout d'un coup, a une importance démesurée par rapport au destin du personnage, et que ce moment où la tête de lecture va toucher la bande magnétique, ça va créer quelque chose de terrible pour le personnage principal. Peut-être que c'est grossier, en tout cas, moi, c'est une image qui me parle. Ouais. Je pensais que tout ça pouvait être un piège. Thomas Kruithof, on va terminer cet entretien avec une question rituelle, une question qui n'est pas la plus facile. Pourquoi filmez-vous ? Je filme pour raconter une histoire. Et on peut probablement raconter des histoires à travers d'autres médiums que le cinéma, mais c'est, je crois, le seul dans lequel je peux raconter une histoire. Et je trouve aussi qu'il a une capacité à nous plonger dans une expérience mentale et sensorielle en prenant à un peu tous les autres arts et le rend unique pour raconter une histoire.